Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 12. Est-ce que je suis normale ? Bienvenue dans l'épisode numéro 12. Dans cet épisode, je vais partir d'une phrase que j'ai beaucoup entendue en consultation ou dans mon entourage. C'est « je ne suis pas normale » ou « est-ce que je suis normale ?» Peut-être d'ailleurs que vous vous êtes déjà posé cette question. Eh bien franchement, c'est une question qui n'a pas de réponse simple. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer d'y répondre. Et c'est ce que je vous propose dans cet épisode. 1. Déconstruire la notion de normalité. Alors, je suis normale ou pas ? Oui, parce que quand un patient vous pose cette question en consultation, lui, il veut une réponse claire. Ça peut être pour se rassurer, pour s'auto-évaluer, ou simplement pour essayer d'élaborer la situation qu'il vit. Mais la réponse est loin d'être simple et ne tient pas en une phrase. Déjà, selon la fonction de la personne à qui vous adressez cette question, exemple un curé, un philosophe, un enseignant ou un médecin, eh bien vous n'obtiendrez pas la même réponse. Si on se place dans le champ de la médecine, par exemple, ça ne sera pas non plus la même réponse si vous posez la question à un médecin urgentiste ou à un médecin psychiatre. Pour le médecin urgentiste, cette question est annexe. La vraie question qu'il se pose devant son patient, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour lui maintenant ?» Et, si on est dans l'urgence, quelle est l'action qui va sauver sa vie ? Si on se place maintenant dans le domaine de la psychologie, quelle peut être la réponse à cette question « est-ce que je suis normale ?» Autrement dit, est-ce que je suis normale en tant qu'être humain ? Eh bien, ça vient résonner avec tout un tas d'autres questions. On peut citer les questions culturelles, les questions sociales, politiques, sans oublier bien sûr les questions éthiques. Quand on est dans la relation d'aide, on ne peut pas s'extraire de son contexte, qui va même parfois définir en partie le mode de travail. Je prends quelques exemples. Quelqu'un qui entend des voix ou qui a des hallucinations. Bon, alors là tout de suite, sans contexte, vous me dites « ok, ça c'est pas normal ». Autrement dit, c'est pathologique. C'est de la maladie. Bah oui, mais... Si je vous dis que cette personne c'est la Pythie. Vous savez, c'est cette prêtresse qui officiait dans les temples d'Apollon, qui entrait en transe et délivrait des prophéties aux personnes qui venaient la consulter. Eh bien, elle n'était pas du tout considérée comme malade ou anormale pour l'époque. Alors certes, elle était spéciale, mais c'était justement cette capacité, cette compétence de rentrer en transe qui lui donnait cette place dans la société. Je pourrais aussi vous parler de Jeanne d'Arc. Et plus proche de nous, on peut prendre l'exemple des chamans, d'une tribu du fin fond du Pérou par exemple. C'est bien sa vocation que d'entrer en transe et d'être en lien avec des mondes invisibles, et peut-être d'avoir des hallucinations. Vous voyez comme le contexte est important ? 2. Le normal en philosophie. Cette idée du contexte est aussi reprise du côté de la philosophie. Je vais vous parler de Georges Canguilhem. C'est un philosophe français qui est mort en 1995. Il a beaucoup contribué à la réflexion sur la philosophie des sciences et de la médecine. Et si on va voir du côté de ses écrits, eh bien banco, il a écrit Le normal et le pathologique, où il aborde justement la question de la santé, de la maladie, d'un point de vue philosophique. Déjà, pour Canguilhem, normal et pathologique sont indissociables. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. Pour définir l'un, on va s'appuyer sur l'autre, et inversement. Il nous dit que le normal et le pathologique ne peuvent pas être simplement définis en termes de statistiques ou de normes externes. Il insiste sur l'idée que la maladie n'est pas simplement une déviation par rapport à une norme préétablie, mais plutôt une perturbation de l'adaptation de l'organisme à son environnement. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si le normal en question réfère à la santé, eh bien il ne peut pas être réduit à une simple absence de maladie, mais plutôt à un équilibre dynamique entre l'organisme et son environnement.
Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Si je reformule simplement, ce qui est considéré comme normal pour un individu peut être différent de ce qui est normal pour un autre individu, en fonction de leur contexte, de leur capacité, notamment de leur capacité d'adaptation à l'environnement. Donc pour Canguilhem, la frontière entre normal et pathologique est complexe et contextuelle, et ne peut être définie de manière absolue. La santé et la maladie sont vus comme des phénomènes dynamiques en constante évolution en fonction des interactions entre l'organisme et son environnement. Prenons un exemple. Une personne asthmatique. Elle est normale ou pas? Parce que entre deux crises, elle est comme vous et moi, hein? Bah oui, mais elle est quand même malade puisqu'elle a de l'asthme. Ah, c'est le serpent qui se mord la queue, cette histoire. C'est pour ça que Canguilhem nous parle du normal en termes de processus dynamique. 3. 4 points de vue sur le normal. Nous voilà bien avancés. On ne peut toujours pas répondre à la question « est-ce que je suis normal ou pas ?» Mais on a déjà vu au moins deux choses. Le contexte influe sur la question de la norme, et la fonction de la personne qui en parle aussi. Bon, alors pour aller encore un peu plus loin, je vous propose 4 axes de réflexion. Parce que souvent, quand quelqu'un se pose cette question de « est-ce que je suis normal ?», on a vu qu'il y avait derrière la question de la norme sociale. Est-ce que je suis normal par rapport aux autres, dans cette société ? Et il y a aussi la question de la maladie. Mais pas que. Hypothèse 1. Le normal, c'est la santé, opposée à la maladie. Dans cette hypothèse, il y a 2 écueils. Confondre normal et santé, et y opposer anormal et maladie. Alors cette vision est très enfermante, et c'est enfermant dans quelque chose de statique. Parce que si on reprend notre patient asthmatique avec cette définition, il est malade que pendant la crise, et puis normal en dehors. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'on sait bien qu'une personne asthmatique, vous allez pas lui proposer de faire un 400 mètres ES en sa ventoline quand même. Et rappelez-vous, pour Canguilhem, le normal est plus du côté d'un processus avec quelque chose de dynamique. Pour une personne asthmatique, la maladie ne peut donc pas se résumer à la seule crise d'asthme. Elle fait intervenir le terrain, le contexte, la potentialité à recouvrer la santé, et là vous voyez qu'on est déjà plus du côté d'un processus. L'hypothèse numéro 2, c'est le normal comme une moyenne statistique. Dans cette hypothèse, on assimile le normal à une moyenne statistique, on en revient à cette fameuse courbe de Gauss en forme de cloche que vous connaissez sûrement. Si on est dans la médiane, alors on est normal. Bon, mais prenons quelques exemples. Le quotient intellectuel, est-ce qu'il est anormal si on est au potentiel ? La taille, est-ce que je suis anormal si je suis plus petit que la moyenne ? Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Vous voyez bien qu'assimiler le normal à une moyenne statistique, c'est très réducteur. Et là encore, on ne peut pas ne pas tenir compte du contexte et de la pression culturelle. Typiquement, si ma référence en termes de taille pour un individu, c'est une tribu de pygmées, eh bien faire 1m70, c'est complètement anormal en termes de statistiques. Alors qu'en Europe, c'est un classique. Parce que rappelez-vous, si on se base que sur la courbe de Gauss, alors ça veut dire que tout ce qui est en dehors de la zone médiane sera considéré comme anormal. Et là, je ne parle même pas des comportements. Parce que, de la même façon, tout comportement qui est en dehors de la médiane pourrait être considéré lui aussi comme anormal. C'est-à-dire, en d'autres termes, déviant par rapport au référentiel culturel. Vous voyez à quel genre de dérive ça peut mener ? Donc la seule statistique ne peut vraiment répondre totalement à la question de « est-ce que je suis normal ?» Hypothèse 3, je définis le normal en tant qu'idéal à approcher. Excite la question de la maladie, là on se base sur un modèle utopique ou idéal qui serait notre normal. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien déjà, ça veut dire un système de valeurs, une norme, une normalité rêvée. Mais au sens de qui ? Qui a élaboré ce système ? Les politiques ? Bon, alors là je vous amène vers le régime nazi et l'éradication des anormaux,
Et dans les anormaux, il y avait les opposants politiques, les personnes qui avaient un handicap, les homosexuels, etc. Si c'est le groupe social qui définit ce système de valeurs, cette norme, eh bien on en revient peu ou prou à la question de la statistique. Et on a vu dans notre deuxième hypothèse que ça ne pouvait pas répondre complètement à la question « est-ce que je suis normal ?» Ça n'était pas vraiment satisfaisant. Et si c'est moi qui élabore ce système de valeurs ? Eh bien là, on touche à la question de se fabriquer un idéal. Un idéal peut être inatteignable ou tyrannique. Un système de valeurs basé aussi sur des croyances qui peuvent nous limiter dans nos horizons, et bien sûr infiltré par des injonctions sociétales, parentales, etc. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de système de valeurs, vous m'aurez comprise. Ici, je pousse l'hypothèse jusqu'au bout pour bien en voir les limites. L'hypothèse numéro 4, c'est le normal comme processus dynamique avec la capacité d'un retour à un équilibre. Là, on voit plutôt le normal comme processus d'adaptation, notre capacité à réagir à une situation pour retrouver un équilibre. Donc on est dans quelque chose de dynamique, et on retrouve là la thèse de Canguilhem. Mais, bah oui, parce qu'il y a quand même un mais dans tout ça. Sinon, ça serait trop simple, Attention, parce que la tentation dans cette hypothèse, ce serait de réduire le fait d'être normal à un état d'acceptation, voire de soumission, ou de conformisme aux exigences sociales. Et là, il y a plein d'expériences de psychologie sociale sur ce thème, dont l'une des plus célèbres est celle de Milgram. Vous savez, c'est cette expérience où des participants devaient administrer des décharges électriques à des personnes derrière une vitre sous l'influence d'une autorité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais faire un petit épisode dessus. Autre travers de cette hypothèse, dans une société qui se détériore, qui se délite ou qui ne va pas bien, est-ce que le fait d'être adaptable est un signe de normalité ? Si je pousse le bouchon, je veux dire que si je m'adapte à quelque chose qui dysfonctionne, eh bien, est-ce que je suis normale ? Ou est-ce que je me mets moi-même à dysfonctionner ? Ça, c'est bien une question difficile. D'ailleurs, pour approfondir ces questions, je vous laisse aller voir le livre de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, et je vous conseille peut-être d'abord de commencer par ces interviews parce qu'elles sont un petit peu plus accessibles que le contenu du livre. Conclusion. Vous voyez pourquoi je suis bien embêtée pour vous donner une réponse univoque à la question « Est-ce que je suis normale ?» Il n'y a pas de définition simple ou satisfaisante. Le normal et le pathologique sont dépendants l'un de l'autre et sont sur un continuum. L'exception n'est pas toujours quelque chose de déviant. Par exemple, si on prend la génétique, il y a à la fois la pression normative de la reproduction, mais sans déviance aléatoire, il n'y aurait pas eu d'évolution possible. Ce qui est important de mon point de vue, c'est d'être conscient que cette question en apparence simple enclenche tout un tas d'autres questions beaucoup plus complexes. Et en vérité, donner une réponse simpliste, ça serait vraiment donner une réponse pour donner une réponse. Alors plutôt que de rechercher une réponse définitive à cette question, je vous propose de l'ouvrir comme un livre et puis de la feuilleter. Quand vous vous demandez « est-ce que je suis normale ?» Est-ce que c'est par rapport à une norme extérieure ? Sociétale ? Une injonction familiale ? Par rapport à un référentiel que vous vous êtes construit à l'intérieur de vous ? Par vos expériences ? Et de quelle normale parlez-vous ? Une norme statistique ? Une norme par rapport à la maladie ? Une norme par rapport à vos propres aspirations ou à votre histoire ? Par rapport à un système de valeurs social ou politique ? Est-ce la comparaison avec les autres qui vous fait vous poser cette question ? Et dans cet épisode, on n'a même pas abordé la question « est-ce qu'être normal, c'est être heureux ?» Parce qu'au fond, l'idée dans la vie, c'est de la traverser au mieux, sans parler d'être heureux 24 heures sur 24, mais au moins être suffisamment bien dans son rapport à soi, dans son rapport aux autres, pour s'épanouir et grandir. On en revient à la question « où souhaitez-vous aller ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie ?» Parce que souhaiter être normal, c'est peut-être pas finalement le meilleur chemin pour être plus épanoui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si vous souhaitez ne rien rater des épisodes ou des contenus de la semaine, vous pouvez vous abonner au podcast ou à ma newsletter, ou me retrouver simplement sur le site monintrospection.com,
où vous pouvez télécharger des ressources gratuites et découvrir mes programmes d'introspection. Bon, mais je suis normale ou pas ? Si vous me demandez « est-ce que je suis normale ?», eh bien je vous répondrai ça. Est-ce que c'est vraiment cette question qui vous amènera à grandir et à aller là où vous souhaitez ? Je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à très bientôt.